Il est 20h, 1 heure de plus dans l'Est du pays. Voici le titre de l'actualité de ce mardi 18 février 2021. La méconnaissance du pays, l'histoire de la guerre dans l'Est du pays insuffisamment enseignée. La jeunesse congolaise en accuse le coup. Le gouvernement s'engage à s'y mettre avec plus de détermination pour un avenir maîtrisé avec une population juvénile bien conscientisée. La première ministre a réuni quelques membres du gouvernement pour ce faire. Massissi est calé des zones rouges dont les minéraux sont impropres à la consommation. L'arrêté ministériel consacrant ce statut particulier a été signé. Le sang congolais qui coule à cause de ces minéraux de vengeance. Et à l'Équateur, l'électricité est à l'ordre du jour avec la mise en œuvre d'un projet photovoltaïque. Classico Sarlu a signé le protocole d'accord avec le gouverneur de l'Équateur. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La crise dans la partie est de la République démocratique du Congo date depuis 3 décennies, c'est connu de tous. Mais que sait-on vraiment des origines de cette guerre? La vraie version de l'histoire doit être contée aux jeunes qui sont aujourd'hui exposés à la désinformation. Le gouvernement de la République, face à une guerre d'occupation et de prédiction, la jeunesse congolaise doit être prête et les ministres sont mis à contribution. Chimendondo, Pompomba et Djoko. 30 ans d'insécurité dans la partie est de la RDC. Que sait-on des origines du conflit dans la zone? Le gouvernement renforce le veille patriotique. Il est question de relater la vraie histoire aux jeunes exposés à la désinformation pour les rendre plus lucides et prêts à défendre la patrie. La première ministre a réuni autour de cette vision certains ministres sectoriels face à une guerre d'occupation et de prédiction. La jeunesse congolaise doit être prête. L'idée, c'est de nous dire comment nous faisons pour nous assurer que nos étudiants ont compris que cette guerre les concerne au premier abord parce que c'est eux qui sont les héritiers de ce pays. Comment on s'assure que nos élèves, dès leur bas âge, commencent à comprendre l'essence de ces conflits qui durent 30 ans? Comment on se prépare pour aujourd'hui et pour demain en termes de stratégie, de compréhension, parce que cette guerre en réalité, c'est, comme nous le disons, ce n'est pas la guerre du président de la République, ni la guerre du gouvernement. C'est la guerre qui est faite à tous les Congolais, partout où les Congolais se trouvent. Autour de la chef du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias, de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'éducation nationale, de la jeunesse et éveil patriotique, du tourisme, de culture, art et patrimoine et celui de sport et loisirs pour donner des orientations sur cette question. Ce qui est primordial aujourd'hui pour les jeunes, c'est de savoir qu'ils doivent se mobiliser. Ils doivent se mobiliser parce que c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais en même temps. Et le président de la République avait dit à Munich que c'est un affront que nous devons, nous tous, nous donner les devoirs de relever. Et c'est dans cet ordre-là que nous voulons que les jeunes puissent être pleinement mobilisés. C'est dans cet ordre-là que nous irons vers eux, vers toutes les catégories sociales, pour leur expliquer justement les enjeux autour de cette guerre d'agression et la nécessité pour nous de demeurer unis au-delà de nos couleurs politiques, au-delà de nos clivages, parce que c'est l'unité qui va nous permettre de gagner cette guerre qui ne se joue pas que sur le front militaire, mais qui se joue sur tous les fronts, et une guerre qui doit être populaire, parce que toute la population congolaise doit s'impliquer pour qu'on la gagne, et on la gagne pleinement. Un plan d'action comprenant tous les secteurs clés, en interaction directe avec le jeune Congolais, sera présenté à la première ministre dans le meilleur délai par le comité en charge de son élaboration. Le pays est en guerre, la population doit prendre conscience des enjeux de l'heure, développer une vigilance tous azimuts et les jeunes sont appelés à grossir les rangs des FARDC. À Kananga, première étape de sa mission au Grand Kasaï où il est arrivé ce mardi, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Modianvita a mobilisé les jeunes pour leur enrôlement massif dans l'armée tel que voulu par le président de la République. J'y reste au Fondé.
Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, accueille sur son sol un hôte de marque en cette période de guerre que traverse notre pays. Guy Kabombo Modian-Vitar, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, est venu sensibiliser, mieux mobiliser les jeunes à s'enrôler massivement dans les FARDC. Une descente sur le terrain qui s'inscrit dans la logique de l'effort de guerre tel qu'instruit par le commandant suprême des FARDC, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenant la parole ici au stade de Kapenda, plein comme un œuf, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants s'est adressé aux jeunes en ce terme. Selon le VPM de la Défense nationale, a pour but de les encourager à s'enrôler en grand nombre dans les FARDC, car l'armée a besoin d'une cure de jouvence dans son effectif et une détermination des jeunes épris du patriotisme. Après Kananga, Maître Guy Kabombo Modian-Vitar s'est envolé à destination de Chikapa, où il a également passé le même message et a échangé avec les nouvelles recrues en formation. Rappelant sa mission de mise en condition des FARDC, Guy Kabombo Modian-Vitar a souligné que cette campagne vise d'une part à renforcer les effectifs au sein des FARDC avec le recrutement massif et d'autres, un engagement de la population, particulièrement des jeunes, dans la défense de l'intégrité territoriale. Le patriotisme réside dans le moi intérieur. Message du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, au secrétaire général de l'administration publique. Ekonzo Ponamapinga, c'est le nom de la collecte de fonds lancée pour appuyer les FARDC. Nadine Kilosho, Cédric Kenina et Moke Malouma. Appel à l'effort de guerre, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a tenu une séance de travail avec les secrétaires généraux de l'administration publique le mardi 18 février 2025. À l'occasion, le responsable des ressources humaines de l'État, Jean-Pierre Liaou, a tablé sur la matérialisation de l'opération Ekonzo Ponamapinga, qui est un engagement citoyen dont les souscriptions sont réalisées en toute liberté selon le libre arbitre de chaque fonctionnaire de l'État. Le patriotisme ne se décrète pas, ne s'impose pas. Le vrai patriotisme réside dans le moi intérieur. Les fonctionnaires sont exemptés des coupes. Voilà pourquoi on a pensé qu'il était important de laisser la liberté à chaque fonctionnaire non concerné par les coupes d'exprimer à sa manière ce patriotisme-là à l'endroit de nos forces armées vis-à-vis de la patrie. Au-delà des efforts diplomatiques qui sont actuellement déployés par le président de la République, par le gouvernement de la République, et avec une dynamique positive qui est là, il faut renforcer notre puissance militaire. Eh bien, c'est là qu'intervient la nécessité pour les fonctionnaires de venir en aide à l'État. Et pour marquer leur adhésion, prêchant par l'exemple, les secrétaires généraux de l'administration publique ont posé l'acte en souscrivant séance tenante en toute liberté, en âme et conscience, chacun tel qu'il a résolu, librement pour contribuer à l'effort de guerre en soutien aux FARDC et aux populations de l'Est meurtries par les affres de la guerre. Il fallait vraiment en tout cas s'y adhérer pour cette souscription volontaire et nous allons relayer ça aussi à nos staffs pour que cette situation qui nous dérange, que nous soyons tous impliqués, et c'est ça le patriotisme. Ça devrait concerner tout citoyen, cet effort de guerre, cette mobilisation générale à laquelle nous appelle le président de la République. Ce geste que chacun d'entre nous a fait cadre dans ce modèle d'engagement patriotique qu'on voudrait que chaque fonctionnaire de l'État puisse implémenter dans sa vie au quotidien. Sensibilisés, les secrétaires généraux ont tous adhéré à cette idée citoyenne Ekonzo Ponamapinga qui est un engagement patriotique. Dans le Haut-Katanga, un concert caritatif a été organisé à l'université de Lubumbashi sous l'égide du recteur des cet alma mater, le professeur Gilbert Kishiba. Une collecte de fonds a été organisée à cet effet pour soutenir les FARDC. Images et commentaires. La conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Haut-Katanga que dirige le professeur Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'université de Lubumbashi, a organisé ce dimanche 16 février dans la salle Monseigneur Chibango Chichiku un concert caritatif dénommé « Supplément d'amour pour l'Est de la RD Congo ». Dans son speech, le professeur Kishiba Fitula a invité la communauté universitaire de Lubumbashi à soutenir sans relâche la quête de la paix, l'amour de la patrie, initiée par le chef de l'État, grand chancelier des universités. En ce dimanche, on s'était réunis pour intercéder en faveur de la paix dans notre pays et dans les cœurs et autour de ceux qui gouvernent.
et abondance de paix pour le président de la République, chef de l'État. Ce supplément de charité, d'amour, de paix pour l'Est, il faut l'emmener là où nous vivons pour que chacun d'entre nous sente qu'il y a une nation. La paix en RDC, c'est la paix en Afrique et c'est la paix dans le monde, a-t-il renchéri. Ce concert a réuni les choristes des 4 monneries universitaires, à savoir catholiques, kimbanguistes, musulmanes et protestantes. À travers des chants patriotiques et de la poésie, ces 4 chorales ont véhiculé des messages de paix et du vivre ensemble. Les voix se sont ensuite mêlées à la collecte générale de fonds. Cette activité a réuni les officiels politico-militaires de la province, les recteurs d'universités, les directeurs généraux d'instituts supérieurs, les doyens des facultés, directeurs d'école de l'UNILU, les professeurs d'université et les étudiants. L'assistance aux déplacés et victimes de l'agression rwandaise, la force du génie congolais pour l'avenir s'est montrée très active. La FOGECA a reçu les encouragements des femmes leaders du Kasaï central. Cédric Enina. Elle se retrouve souvent sur 2 fronts, auprès des victimes de la guerre d'agression et dans les secteurs de développement. Les actions sont posées concomitamment au profit du développement, tout comme au profit des vulnérables. La force du génie congolais pour l'avenir, FOGECA, a reçu les encouragements des femmes leaders d'opinion dans le Kasaï central. La ministre du Genre et Affaires humanitaires du Kasaï central, Marie Bapembe, accompagnée de la chef de division Genre, Famille et Enfants Chantal Ndaya, ainsi que Nathalie Kambala, la société civile. Notre fils nous a encouragés en tant que président. Il nous a donné beaucoup, puis nous l'avons découvert. Ensemble, nous pouvons élargir les recherches. Chez nous, là, il y a des érosions, il y a tant de problèmes que nous sommes obligés de commencer à le faire pour pouvoir contribuer, être derrière le président de la République en ce qui concerne les actions humanitaires. Vous savez que le pays traverse des moments difficile à l'est de notre pays et le président de la République a appelé toutes les personnes de bonne volonté pour soutenir nos compatriotes qui sont en détresse. Voilà pourquoi, avec son cœur qui aime toujours aider et travailler pour les autres. Génie Kandé, à la tête de la FOGECA, ne ménage aucun effort pour apporter sa contribution à l'édification d'une société juste et égalitaire avec l'appui de la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi, s'inscrivant ainsi dans la dynamique implémentée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Don de sang pour le soutien au FRDC, la campagne poursuit son bonhomme de chemin. Les Congolais responsables de structures se sont prêtés à cet exercice sanitaire, signe d'un élan patriotique. Joël Makela et Gaëtan Magalano. Un acte signe d'une réponse à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, autorité de tutelle de l'autorité de régulation de marchés publics. Accompagné du personnel, le directeur général Maître Claude Kayembe Mbayi fait don de sang aux forces armées de la RDC. Un geste de solidarité nationale, élan patriotique qui vise à soutenir le blessé de guerre victime de la barbarie de l'homme de Kigali. Nous faisons ce premier geste pour répondre à l'appel du chef de l'État et de notre tutelle, la première ministre, chef du gouvernement, parce que nous sommes déterminés à les aider de manière indirecte à remporter cette victoire à l'est du pays. Par cette symbolique, l'ARMP encourage les autres institutions à emboîter le pas en guise de soutien aux militaires engagés au front pour la défense de la mère patrie. Aujourd'hui, menacés par une guerre injuste imposée à la RDC pour des raisons économiques. 2 cadres et agents qui tour à tour posent le même geste et se disent fiers de l'avoir posé. Notre directeur général, Maître Claude Kayembe, a relayé le message du gouvernement de la République pour le don bénévole de sang au profit de nos vaillants combattants qui sont à l'Est. Pour ceux qui ne sont pas encore passés ici, nous vous invitons. J'encourage l'initiative du DG qui nous a amenés ici pour faire un don de sang, encourager les FRDC et donc sauver la vie. Pas un seul centimètre ne sera cédé. Le Congolais font bloc derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi pour buter dehors l'ennemi du pays de Lumumba.
Les collègues de l'enseignement supérieur et universitaire ont pris la parole pour sensibiliser les étudiants sur les enjeux capitaux liés à la défense des droits humains et sur l'importance de résister face à l'agression. Ils ont souligné une prise de conscience et que la jeunesse s'engage dans la lutte pour la paix. C'est un reportage signé Jacques Mégier et Patrick Kachala. Dans la salle Akele de la faculté des droits de l'université de Kinshasa, les étudiants du département des droits de l'homme ont été suffisamment sensibilisés sur le mode d'opération du Rwanda et de rebelles du M23, responsables de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'honorable et professeur Gary Sakata a démontré comment les ennemis de la RDC utilisent les viols comme tactique et nouvelle arme de guerre. Il ne s'agit pas tout simplement d'une tactique de guerre, il s'agit également d'une arme de guerre pour propager des maladies sexuellement transmissibles. De ce fait, le but poursuivi par ces rebelles est l'extermination de notre espèce. Car en exterminant les filles, les femmes et les enfants, ils empêchent la reproduction. C'est ce qu'on peut appeler fémicide. Cela est d'ailleurs plus puissant que l'arme nucléaire, parce que cela dure très très longtemps. Le ministre de l'Issu s'est appesanti sur la contribution des établissements congolais d'enseignement supérieur et universitaire. Dans la dynamique de ce combat pour la survie et la protection de nos populations et de nos terres, le président de la République est engagé en vue de sauver coûte que coûte notre pays, qu'il refuse de le voir périr ou dépiécé par les ennemis de notre nation. Le ministre des Droits humains a évoqué le cas flagrant des violations des droits de l'homme. Parmi les victimes de violences sexuelles à l'est de la RDC, on a eu enregistré 30% des enfants, chiffre pouvant dépasser la réalité décrite. Outre ces violations massives des droits de l'homme, il importe de ne pas perdre de vue des graves violations du droit humanitaire international, se caractérisant par les bombardements indiscriminés, les attaques contre les biens civils dont les hôpitaux et les écoles, des pillages de convois humanitaires ainsi que les tueries et la prise d'otages du personnel œuvrant dans le secteur humanitaire. C'est le recteur de l'université de Kinshasa qui a clôturé cette conférence sur les violations des droits humains. La Constitution de la République existe depuis maintenant 19 ans, un anniversaire célébré dans un contexte particulier marqué par l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo avec l'occupation de Goma, Bukavu, sans oublier Bunagana et autres. Le professeur André Mbata appelle la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement au FRDC afin de barrer la route au projet macabre de la balkanisation. Robert Ndaï, GCC. C'est par une minute de silence en mémoire des victimes de la barbarie de l'armée rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, marquée par l'occupation des Goma et Bukavu par le Rwanda, que la conférence sur le 19e anniversaire de la Constitution a débuté à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Se servant de l'article 63 de la Constitution, le professeur André Mbata Betukume Soumangou a dit toute sa consternation car le 19e anniversaire de la loi fondamentale, ce 18 février 2025, est marqué par des réflexions profondes sur les défis auxquels fait face la République démocratique du Congo, en particulier l'agression rwandaise et son impact sur la souveraineté nationale. Le Rwanda, c'est un État voyou dans ce sens qu'il viole les principes élémentaires du droit international. Agression de la RDC. Les troupes rwandaises sont coupables des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, même d'un génocide, que moi j'appelle contre-génocide. Et de l'agression, donc tous les crimes les plus graves sont commis à l'est de notre pays et le coupable, le criminel, le voyou, le délinquant, c'est un État délinquant, dirigé par un délinquant, c'est Paul Kagame. Le professeur André Mbata a invité la jeunesse de la République démocratique du Congo à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la nation agressée. Il s'interroge sur quelle loi les supplétifs du M23 prennent des serments des autorités nommées tous des nationalités rwandaises sur les sols congolais. Il est temps de faire revivre les sentiments patriotiques pour bouter dehors l'ennemi.
Le professeur Placide, se référant au thème « L'agression rwandaise de la République démocratique du Congo, la constitution et la réponse de la communauté internationale » s'est dit inquiet, bien que les résolutions soient prises, mais elles doivent être accompagnées des actes palpables. Alors que le pays continue de lutter contre l'agression rwandaise et ses conséquences, il est essentiel que les Congolais s'élèvent pour défendre leur nation. André Mbata appelle la jeunesse à soutenir les forces armées de la République, les Ouazalendo et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la récupération totale de l'intégrité territoriale. La province de l'Équateur va bientôt se doter d'une centrale électrique sur base de l'énergie solaire. Le gouverneur de province Bobo Boloko Bolumbu et le responsable de la société Classico Sarlu ont apposé leur signature au bas du protocole d'accord et du contrat hier à Mbandaka. Plus de détails avec Mimi Etaka Bosekota. Ces contrats, une expression de la volonté politique du gouverneur Boloko Bolumbu Bobo, rentrent dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bien-être des Congolais. Tout a commencé par la signature du protocole d'accord et ensuite la remise du contrat entre la province de l'Équateur, représentée par le gouverneur Boloko Bolumbu Bobo, et la société Classico Sarlu, représentée par son directeur gérant, M. Abbas Daï. Après cette cérémonie de haute portée, M. Mohamed Ayoub, l'associé de cette société, s'est exprimé en ces termes. Je voulais remercier son Excellence, le gouverneur Boloko Bolumbu Bobo, pour son accueil chaleureux à notre délégation. On a constaté vraiment le besoin réel de l'énergie électrique. Et c'est pour cela qu'on vient de signer le premier contrat dans notre protocole d'accord avec les autorités de la province, ce qui concerne la construction de 3 stations d'énergie solaire. Nous rassurons la population que le travail sera très bien fait et avec les normes internationaux. La signature de ces contrats qui va booster le développement de la province de l'Équateur s'est déroulée en présence du vice-gouverneur Thomas Boyenge, l'élu du territoire d'Ingende, Boloko Djema Clarisse, du ministre de l'Énergie, du directeur de cabinet du gouverneur et autres autorités de la province concernées, mais également en présence de la délégation de consultants internationaux en management de projets conduite par M. Alim Bena Sagbozé. Des nouvelles couveuses et autres kits médicaux au bénéfice de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe et la clinique Galima, ce dont porte la signature du Fonds de promotion pour la santé et qui vise à administrer des soins de santé de qualité aux enfants prématurés en grande difficulté de se développer. Eric Abamba pour les détails. Les derniers essais techniques pour se rassurer du bon fonctionnement de cette nouvelle couveuse. Elles sont au total remises à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe par le Fonds de promotion pour la santé. Outre ces couveuses, l'hôpital vient aussi de bénéficier d'un appareil photothérapie, d'une table chauffante et aussi d'une boîte d'accouchement. Des matériels remis pour une meilleure prise en charge des nouveau-nés afin de réduire la mortalité néonatale. Ces équipements vont nous aider pour la meilleure prise en charge de nos nouveau-nés. Voilà, les besoins se présentaient vraiment réellement, oui. Après l'hôpital de Kalembelembe, la délégation du Fonds de promotion de la santé a pris la direction de la clinique Ngaliema pour le même exercice. Ici, 12 couveuses, une table chauffante et 2 appareils photothérapiques ont été remis. Des nouveaux kits qui viennent de révolutionner la prise en charge des nouveau-nés. La clinique Galim en néonatologie, on reçoit beaucoup de bébés. Ça nous aidera encore plus de recevoir de bébés venant de l'extérieur pour leur donner des soins adéquats. Depuis un certain temps, nous souffrons beaucoup par manque de couveuses. Des fois, il y a des prématurés qui viennent de l'extérieur. Par manque de couveuses, on les retourne. Vraiment, voir ces dons. Vraiment, nous vous remercions. Ça nous va droit au cœur, donc nous allons travailler maintenant dans de bonnes conditions. Nous disons merci au chef de l'État, merci au Fonds de promotion de la santé. En tout cas, que ça ne s'arrête pas ici. Le Fonds de promotion pour la santé
dirige Mika Niembo Marius, rassure que d'autres formations hospitalières seront servies dans les tout prochains jours. Une autre dotation, cette fois-ci pour faciliter la mobilité des acteurs du programme national de développement agricole. Le ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture, a remis plus de 20 véhicules dans les 4 provinces pilotes de Kwilu, Kwango, Kasaï et Kasaï central. Marie Kalong pour les détails. Pour faciliter la mobilité et renforcer les capacités d'intervention des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PNDA à travers leurs tâches de supervision, coordination, suivi de terrain et appui aux opérateurs techniques, 27 sur 35 Jeep 4x4 dont du programme national de développement agricole, un projet du ministère de l'Agriculture, ont été remis par le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombo, bénéficiaire de 3 ministères impliqués dans ce programme, à savoir celui de l'agriculture, du développement rural et de pêche et élevage, mais aussi aux unités de gestion au niveau provincial. En effet, le PNDA vise à accroître la productivité agricole et améliorer l'accès au marché pour plus de 300 000 petits exploitants agricoles repartis dans les provinces du Kwilu, Kwango, Kasaï et Kasaï central. Lazare Milambo, expert agronome, explique l'implication de ces 3 ministères au PNDA. Et nous avons des services comme les directions d'études et planification, c'est impliqué dans les PNDA, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, le ministère de Pêche et Élevage et le ministère de Développement rural. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons des services spécialisés, dont le SENASEM, avec qui nous cheminons. Au niveau du développement rural, nous avons l'OVDA, pour ce qui concerne les infrastructures et les routes de recettes agricoles. Selon le chef de service à la direction d'études et planification du ministère de l'Agriculture, il s'agit de l'aboutissement d'un long processus. L'aboutissement d'un processus. Sans outils de travail, on ne peut prétendre travailler mieux. Mais un véhicule comme celui-ci, il est un véhicule tout-terrain. L'utilité, la plus grande utilité, c'est les services, le travail. Et pour le docteur Salumo de la Dantique, ces véhicules permettront d'assurer la mise en œuvre des registres nationaux des agriculteurs. Et ces véhicules ont été acquis grâce à une bonne gestion managériale des acteurs du PNDA qui ont reçu un prêt de plus de 280 millions de dollars américains de IDA et de 20 millions de dollars américains de GSFF. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombo, n'a pas manqué de remercier la Banque mondiale pour son appui dans la relance de l'agriculture en République démocratique du Congo, et cela dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ceci marque une avancée importante dans la gestion du secteur minier en République démocratique du Congo. La signature de l'arrêté portant classement au statut des zones rouges situées dans les sites miniers de Massissi et Kalehe. Si la mesure est correctement mise en œuvre, elle pourrait contribuer à une réduction significative des risques liés à l'exploitation minière. Cet arrêté a été signé par le ministre des Mines, Kizito Pakabomba. Un commentaire de Nadine Fotoka. Les sites miniers des Roubaya et des Niabibwe classés zone rouge, ainsi en a décidé le ministre de Mines, Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé, au terme d'un arrêté ministériel signé le 12 février 2025. Cette décision intervient dans le contexte des conflits armés dans l'est du pays. Elle vise ainsi à répondre aux enjeux sécuritaires et économiques. Il s'agit notamment du contrôle de ces sites miniers par les M23, pour son financement avec l'exploitation illégale du coltan et de la cassitérite, de l'appui logistique et militaire extérieur rapporté par l'ONU, des violations de mécanismes régionaux, des certifications de la SURGEL et des directives de l'OCDE en matière de traçabilité. Cet arrêté charge les responsables du cadastre minier, du CEC et du CEMAP à prendre des dispositions pratiques d'audit indépendant, de la surveillance et d'application de cette décision sous la coordination du secrétariat général aux mines. Chaque année, l'Afrique perd près de 90 milliards de dollars américains au flux financier illicite, un véritable fléau qui empêche le développement économique. Pour inverser cette tendance, la ville de Ouagadougou, au Burkina Faso, a accueilli un atelier réunissant les journalistes en fiscalité afin de leur sensibiliser. Chimène Dondo.
La capitale burkinabé Ouagadougou a accueilli l'atelier organisé par le Forum africain sur l'administration fiscale et la Direction générale des impôts de Burkina Faso. Objectif, renforcer la capacité de médias à couvrir les questions liées aux flux financiers illicites, un fléau qui prive les États africains de ressources essentielles. Lorsqu'on ne suit pas les normes pour faire sortir de l'argent, cela constitue un crime que les États se mettent ensemble pour essayer de trouver des mécanismes de leur éradication. Durant 2 jours, les participants vont échanger sur le thème essentiel, le rôle de médias dans la mobilisation de recettes fiscales, le moyen de combler le fossé entre les administrations fiscales et le citoyen, mais également les stratégies pour sensibiliser le public aux enjeux de la dans tout ce processus, c'est très important parce que c'est un média qui va savoir comment renforcer surtout la conformité. Donc on espère qu'avec cet atelier, ça va aussi renforcer en fin de compte la mobilisation des ressources internes qui va aussi améliorer ce que nous faisons et aussi l'économie de nos pays. Une chose est claire, le média ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre le flux financier illicite. En informant et en sensibilisant, ils deviennent des acteurs de changement aux côtés des administrations fiscales et des institutions comme l'ATAF. Et cette page noire, il a attiré sa révérence depuis le 7 février de suite d'une courte maladie, le Apo-Ipan, le célèbre journaliste de la radio-télévision nationale congolaise, connu pour son patriotisme avéré, a été porté en terre ce mardi 18 février. Un dernier hommage lui a été rendu à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, puis à la RTNC où la directrice générale Sylvie Lenguenyembo lui a déposé une gerbe de fleurs. Regardez. C'est ici, à la radio-télévision nationale congolaise, qu'il aura passé toute sa jeunesse. Souriant, empathique, disponible et professionnel, Apo-Ipan a rangé l'arme à gauche dans la discrétion et à la surprise générale. Avant le départ pour sa dernière demeure, la dépouille du sous-directeur Apo-Ipan est passée devant la tour administrative pour les derniers hommages. Alors que le cortège funèbre entrait dans l'enceinte de la RTNC par l'esplanade, le personnel s'amassait pour partager ce chagrin. La direction générale, conduite par la directrice générale Sylvie Lenguenyembo, s'était figée pour s'incliner devant la mémoire de ce cadre tombé arme à la main. Une brève cérémonie d'hommage avec les dépôts des gerbes des fleurs de façon symbolique par la directrice générale elle-même, la délégation syndicale et la direction de programme à laquelle Apo-Ipan était attaché. Dans la douleur, alors que s'amorce le départ sans retour de celui qu'on a affectueusement appelé Oxygène, les agents et cadres ressassent les moments passés avec Apo-Ipan lors de ses différentes productions télévisées, Club des Stars, c'est dont on parle, dominicalement vôtre, sans être exhaustif. Sans mot dire, l'on se résigne au sort de son destin. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Bukavu, dans le sud Kivu et partout ailleurs, sur satellite, à travers les réseaux sociaux. Ce journal a été réalisé par Patrick Bapuila, coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazu. Il a connu le concours rédactionnel de Sylvie Makumbani, Diane Balaka et Edith Chala. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Maloum Bella. Moi, je vous retrouve très prochainement sur nos antennes. Au revoir.